Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états. sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboy, Djaraman, Ayo, Bouto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs présents en Afrique et ceux de la diaspora qui nous contactent, qui nous like sur les réseaux sociaux. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine. Vous aurez de l'actualité sportive en continu, de l'actualité multisport, bien sûr le football et le handball, deux sports majeurs dans notre cher continent. Au sommaire de notre émission, les 13e Jeux africains de Accra. Les tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris au niveau du handball, où la Tunisie et l'Algérie se prêtent à jouer des tournois qui peuvent les qualifier dans ces JO. Et aussi, on parlera du football, le ballon rond, le roi de l'Afrique, et on reviendra sur le maintien de certains entraîneurs à la tête de leur sélection, en l'occurrence Kapa Diawara à la tête de la Guinée. Aussi, on parlera du maintien de Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. On reviendra aussi sur le départ de certains entraîneurs comme Djamel Belmadi, Rico Bersang, qui ont quitté à eux l'Algérie, et aussi les Lions indomptables du Cameroun. Les Jeux africains, ou les JA comme on les appelle dans le jargon journalistique, ont débuté ce vendredi à la capitale ghanéenne Accra. Les équipes, ils étaient là, toutes les nations, ils ont été présentes. On va essayer d'avoir notre ami Bachir Mortari, mais avant d'avoir Bachir, pour vous rappeler seulement que après 2-3 jours de compétition, l'Égypte à la tête sur le podium du classement des médaillés, suivi par l'Algérie, et aussi en 3e place l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, qui sont toujours là au niveau du sport. On va avec nous avoir Bachir Mortari, journaliste spécialiste de l'olympisme. Bachir qui sera avec nous de Accra. On attend que Bachir soit là. Bonjour Bachir. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Et comme ils disent en langue locale ici au Ghana, Akwaba pour cette partie qui concerne les Jeux africains au Ghana. Bachir, reviens-nous s'il te plaît sur la cérémonie d'ouverture. Bon, l'ouverture des Jeux a été simple, mais la simplicité a son goût. Ça a été un véritable spectacle, mon ami. Imaginez une explosion de couleurs, de musique et des danses qui capturent l'essence même de l'Afrique. Des artistes du continent se sont réunis pour donner une vie à cette cérémonie, créant un moment inoubliable. C'était un hommage vibrant à la richesse culturelle, à la diversité de l'Afrique, montrant au monde entier la beauté et l'énergie qui caractérisent notre cher continent. Vraiment un début de jeu spectaculaire qui a mis en lumière l'esprit et l'âme africain. Bachir, l'ambiance est comment actuellement au Ghana, toi qui es présent là-bas? Oh, pour l'ambiance sur place, nos chers auditeurs, est tout simplement électrique. Partout où vous regardez, il y a des sourires, de l'excitation, des danses, une bonne dose de camaraderie. Les gens sont venus, les invités de partout, non seulement d'Afrique, mais du monde entier, pour être témoins de ce grand événement. La musique ne s'arrête jamais, les feux d'artifice rythment les journées et les nuits. C'est une belle occasion de célébrer ensemble, de partager notre héritage et de tisser des liens plus forts. La bonne ambiance est au rendez-vous et elle est contagieuse. C'est pas la bonne ambiance qui manque au Ghana, honnêtement. Good vibes. L'adhésion populaire, comment est l'adhésion populaire à cet événement? Cependant, il semble que l'adhésion de la population locale à cet événement ne soit pas à la hauteur, à mon humble avis, des espérances, parce que on sait que le peuple ghanéen respire le sport, mais malgré l'énorme enthousiasme et l'ambiance festivale, je pense que les prix des billets semblent avoir été un frein pour beaucoup de gens. C'est une réalité un peu triste, car de nombreuses familles et fans passionnés auraient aimé être de la
partis pour soutenir leurs athlètes et artistes préférés, mais cela soulève des questions importantes sur l'accessibilité de tel événement et sur la manière dont nous pouvons nous assurer que tout le monde ait la possibilité de participer et de célébrer ensemble. Espérons que des leçons seront tirées pour les prochaines éditions afin que l'esprit de fête et de communauté puisse réellement englober tout en chacun. Merci Béchir Mokhtari, pour ta disponibilité. Pour vous rappeler, Béchir, il est spécialiste des Jeux Olympiques et spécialiste de tous les sports olympiques. On te remercie, Béchir, de ta disponibilité. Comme on a parlé ça dans les titres de l'émission, la Tunisie et l'Algérie vont essayer de suivre l'Égypte et pourquoi pas se qualifier pour les JO de Paris. Mission difficile pour les deux nations parce qu'on sait que le niveau européen, il y a beaucoup de décalage avec le niveau africain, mais il n'y a que l'Égypte qui peut vraiment surmonter cela. Et aussi les Algériens, je pense qu'ils peuvent créer une surprise. Avec nous, Kevin Deko, expert du handball africain, ancien entraîneur, sélectionneur de la Guinée. Il est actuellement en Tunisie. Bonjour Kevin. Bonjour à Ifriqiya FM et merci de cette invitation. Kevin, comment tu vois le handball sur ces Jeux africains de Accra? Alors c'est une compétition non officielle, donc la problématique est que toutes les grosses nations ne seront pas là. Donc ça va être une compétition, on va dire, pour les féminines assez facile, où l'Angola devrait l'emporter, car les autres n'auront pas leurs expatriés. Comme je disais, c'est pas une compétition officielle, donc les clubs professionnels ne sont pas obligés de relâcher leurs athlètes. Donc ça devrait être assez facile, en tout cas du côté féminin pour l'Angola. Kevin, quel est ton pronostic pour ces Jeux africains au niveau féminin et au niveau masculin? L'Égypte devrait être aussi favori. Même avec les locaux, ils doivent l'emporter, je pense, assez aisément, comme les féminines de l'Angola. Kevin, on reviendra sur le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que tu penses que l'Algérie et la Tunisie vont suivre l'Égypte? Je pense que pour les deux nations, ça va être très 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 difficile, car ils sont tombés face à des équipes européennes assez réputées. Donc ça devrait leur compliquer la tâche et honnêtement, il faut finir dans les deux premiers, donc minimum gagner 2 matchs. Je pense que ça va être pas chose facile pour l'Algérie ni la Tunisie. Donc après, sur un match, ils rentrent bien dans la compétition, pourquoi pas, mais honnêtement, en toute sincérité, je pense que ça va être compliqué que ces équipes-là participent aux JO. Kevin, une dernière question. Est-ce que tu penses aussi que l'Égypte sera sur le podium ou pas? Honnêtement, l'Égypte est capable parce que je l'ai dit, c'est une équipe, en tout cas en Afrique, qui rivalise avec les gros, qui n'a pas été loin dans les dernières compétitions d'accrocher un podium, qui est passé à chaque fois par manque d'expérience à la trappe. Mais là, ils sont capables de passer ce cap-là et d'aller loin. Et pourquoi pas au moins une médaille au JO, ça ferait plaisir à toute l'Afrique. Ça récompenserait le développement et l'investissement de la fédération égyptienne dans cette pratique qui est le handball. Donc en tout cas, je le souhaite pour le handball africain. Merci Kevin Deko. Désolé Kevin, on aime bien tes interventions et on te remercie de ta disponibilité pour Ifriqiya FM et pour toutes les émissions sportives. Pour vous rappeler, Kevin Deko, il a travaillé en Guinée. C'est lui l'un des entraîneurs qui a pas fondé, mais qui a servi beaucoup le handball guinéen. Actuellement, il est en Tunisie. C'est un panafricain, toujours disponible pour Ifriqiya FM. On salue Kevin pour ta disponibilité. Et on termine avec le petit ballon, le ballon de la main, et on enchaîne avec la planète football. La planète football, on va avoir avec nous, on va se déplacer là en Guinée. On va avoir avec nous Mohamed Sissé, expert du football guinéen et l'un des journalistes les plus imminents dans la place de Conakry au niveau football. Bonjour Mohamed, la nouvelle est tombée, la reconduite de Kaba Diawara. Est-ce que tu peux nous parler de cela?
Bonjour Walid et bonjour à tous. Alors, la nouvelle concernant la reconduction de Kaba Diawara, j'espère que c'était déjà, j'ai envie de dire que c'était déjà prévisible parce qu'au vu de ce que l'équipe a réalisé pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'exploit que l'équipe a réalisé, parce que je dis bien aucun ne s'attendait à ce que la Guinée puisse en sortir dans cette poule qualifiée poule de la mort. Donc voilà, c'est un tout petit peu. Après, la Guinée a brisé, s'il faut, a ressuscité l'espoir chez tous les Guinéens et tout. Maintenant, derrière ça, le nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football a estimé que il fallait forcément renouveler cette confiance au staff qui était là et tout. Après, c'est ce qui bénéficie surtout sa reconduction. Mais quand même, tout le monde est unanime, même si on est en train aujourd'hui d'évoquer quelques défaillances, quelques lacunes de Kaba Diawara et tout. Mais voilà, c'est un tout petit peu ça. Le bureau a confiance en lui, le ministère des Sports également, et il y a aussi le soutien des autorités gouvernementales. Donc tous aussi ont expliqué sa reconduction. Il y a aussi l'autre aspect qu'on n'évoque pas le plus souvent. Vous savez, Kaba Diawara aujourd'hui qui perçoit un salaire de $30,000 par mois avec son staff et tout. Après, est-ce que la Guinée pourra, quand elle va décider de se débarrasser de Kaba Diawara, est-ce que la Guinée pourra supporter surtout l'aspect financier d'un nouvel entraîneur que l'équipe va enregistrer? Il y a toutes ces pesanteurs-là qui ont pesé dans la balance et tout. Après, donc voilà, pour des raisons un tout petit peu financières, la fédération a décidé d'aller avec Kaba Diawara et de tenter encore une fois de corriger certaines de ces lacunes tactiques et puis retrouver, s'il faut, le sommet du football africain. Mohamed, quels sont les objectifs fixés par la fédération guinéenne pour Kaba Diawara? Je pense que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025, également participer aux phases finales d'une Coupe du Monde qui serait peut-être la première de l'histoire du pays et tout. Ce sont entre autres des objectifs qui sont, je dirais même que ce sont des objectifs primaires, surtout pour cette équipe-là. Et donc voilà, ce sont entre autres ça. Maintenant, d'autres objectifs parce qu'il n'a pas encore officiellement signé son contrat parce que depuis 24 février, il n'avait plus de contrat avec la fédération. Donc à partir de la signature d'un nouveau contrat avec la fédération, peut-être d'autres objectifs supplémentaires vont être évoqués par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Mais pour le moment, deux objectifs qui sont prioritaires: qualifier la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc, mais également qualifier à la Guinée à une phase finale d'une Coupe du Monde. Mohamed, dernièrement, il y a eu beaucoup de blessés en sélection dans le Sili national. Quelles sont les nouvelles? Les blessures, il y en a beaucoup. Je pense que l'équipe s'apprête déjà à faire avec, parce que quand vous regardez et quand vous avez bien évidemment regardé la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des éléments importants du groupe qui se sont blessés, mais avec les décisions managériales du coach, du staff technique et tout, on a quand même réussi à déjouer s'il faut, à pouvoir rabibocher certains trous et tout. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que la blessure qui fait couler beaucoup d'encre dans l'arène sportive du pays aujourd'hui, c'est celle de Mouktar Diakabi. Donc avec une blessure environ d'une année, ça va être un gros coup dur, surtout parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui que Mouktar Diakabi est devenu un des éléments indispensables dans la charnière centrale du Sili national. Donc le voir écarté des terrains pendant plusieurs mois, ça veut dire tout simplement que ça remet en cause, pas forcément en cause, mais en tout cas ça donne de nouveaux travail au staff technique afin de trouver un élément qui pourrait aller avec Julien Janvier. Mais quand même, on espère avec le temps qui va être imparti au staff de Kaba Diawara et à toutes les parties prenantes, qu'on puisse quand même trouver un élément qui pourrait ne serait-ce que succéder à Mouktar Diakabi pour qu'on puisse enfin pouvoir bricoler surtout ce couloir-là. Mais sinon quand même c'est un coup de massue pour tout le football guinéen. Mohamed, aussi, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y aura des nouveaux visages qui vont intégrer cette équipe du Sili
ou Kaba Diawara reste le coach? Je pense que il y a pas trop d'éléments sur trop de nouveaux éléments, s'il faut le dire ainsi, sur qui on peut dire écoute, après pour le prochain regroupement du CIDI national, Kaba pourrait compter sur un tel et tel. En tout cas, la plupart des nouveaux éléments viennent d'être convoqués en U23, en équipe espoir. Ça veut dire tout simplement que c'est une manière d'ouvrir la porte à l'équipe nationale senior, parce que vous avez aujourd'hui plus de 4 à 5 nouveaux joueurs qui vont découvrir pour la première fois une sélection guinéenne, notamment l'équipe espoir de Guinée. Donc ça les donne la possibilité d'espérer et de retrouver l'équipe senior. Mais pour le moment, pour ce qui concerne l'équipe senior, pour le moment, il y a aucune annonce, aucune nouvelle n'a fuité dans ce sens-là. Mais on espère quand même que l'équipe travaille d'arrache-pied, parce que ces derniers temps, on avait évidemment constaté que l'équipe préfère vous surprendre avec des nouvelles, des annonces et tout ça là, en lieu place de pouvoir faire sortir les trucs dans les médias afin de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc c'est ce qui se passe dans ce sens-là. Mais quand même, on espère pouvoir retrouver de nouveaux éléments et qui pourraient être un renfort de taille qui pourrait permettre à la Guinée de continuer à performer sur la chaîne continentale. Merci Mohamed. Un dernier mot si tu veux rajouter quelque chose. Merci Walid, merci à tous les millions d'auditeurs de Ifrekia FM. En tout cas, ça a été un plaisir, un réel plaisir pour moi. Et merci à tous. Ono Ali. On te remercie Mohamed Cissé de ta disponibilité, de ta gentillesse et aussi des infos pertinentes que tu nous donnes à Ifrekia FM. On va continuer dans la série des entraîneurs qui ont quitté et resté dans leur sélection. On va avec nous Naïm Benadra, rédacteur en chef du site international Golf francophone, qui est une référence du football international et du football africain. Bonjour Naïm, tu es avec nous sur Ifrekia FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Ifrekia FM. Merci pour l'invitation, c'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Naïm, ton analyse sur le maintien de Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. Concernant Aliou Cissé, je pense que son maintien à la tête de la sélection sénégalaise s'imposait. Il a fait un excellent travail avec cette équipe depuis qu'il l'a prise en main, et il aurait été cruel de le mettre à la porte dès le premier échec, je pense. En plus, ils ont perdu au penalty face au futur vainqueur ivoirien, donc fallait absolument le garder, je pense, et je félicite la fédération sénégalaise de l'avoir fait. Cissé a su non seulement hisser le football sénégalais au sommet, ce qui pour rappel n'a jamais été fait avant lui, mais il a aussi su faire éclore de très nombreux talents dans son pays. C'est un coach qui, contrairement à Belmadi, régénère continuellement son effectif, donc je pense que de ce côté-là, il a fait du très très bon boulot, et j'ai la certitude qu'il a encore de l'énergie et beaucoup à donner à cette sélection. Naïm, et le départ de certains entraîneurs, comment tu l'as vu, comme Belmadi et Rigobert Song? Concernant les départs des sélectionneurs africains, je pense que c'est plutôt logique. C'est la triste loi du football. Quand t'as pas les résultats escomptés, tu dois rendre ton tablier. Je pense à Rigobert Song ou à Jamel Belmadi. Donc, je pense que le renvoi de Belmadi est tout à fait logique. Il était un peu arrivé au bout du rouleau, et avec lui, la sélection algérienne ne répondait plus vraiment. Il y a eu 2 échecs cuisants en Coupe d'Afrique, et à partir de là, il était impossible qu'il poursuive dans sa mission. Donc voilà. Je me souviens par exemple qu'en 92, lorsque l'Algérie a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique au Sénégal, tout le monde au pays a parlé du fiasco de Ziguinchor, et ça a fait grand bruit. Et avec Belmadi, on a connu 2 Ziguinchor à la suite. Donc c'était assez logique de s'en séparer.
Bien sûr, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait auparavant. Il restera comme l'un des meilleurs coachs de l'histoire de l'Algérie, mais il fallait absolument passer la main. Donc, en plus, il s'est un peu embourbé dans des choix qui lui ont été préjudiciables, et avec lui, l'équipe évoluait plus avec, je dirais, la crainte de perdre plutôt que avec l'envie de gagner. C'était de plus en plus perceptible au fil des semaines, au fil des mois. Donc, un changement était nécessaire. Cela dit, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Je suis sûr qu'il va rebondir dans un autre pays, à la tête d'un club du Golfe, pour éventuellement peut-être revenir ensuite en Algérie comme sélectionneur ou un coach de club aussi. Naïm, on sait que tu es algérien, on te posera la question. La FIFA a choisi dernièrement l'Algérie pour accueillir un tournoi des 4 nations de football. Que penses-tu de cela? Et est-ce que tu penses que c'est une idée de préparer ce genre de tournoi? Le tournoi amical prévu en Algérie, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que bon, c'est une bonne chose que de pouvoir organiser ce genre d'épreuve, montrer qu'on peut être les hôtes des événements sportifs comme celui-là, pouvoir aussi tester nos infrastructures et mettre en avant notre savoir-faire. Après, quand je vois que la FIFA, dans sa présentation, a parlé d'un tournoi de petites nations, quand elle a évoqué les FIFA Series, le tournoi qui est prévu en Algérie, je me demande si c'est pas un peu rabaissant donc pour notre nation que d'être considéré comme une petite nation de football. Donc voilà, c'est un peu le bémol que je soulignerais par rapport à cette compétition qui est prévue fin mars en Algérie, le tournoi amical. Et c'est toujours dommage de voir les meilleures nations africaines, nos pays voisins, se tester face à des adversaires de qualité, pendant que nous, on défie des équipes de second couteau, sans vouloir manquer de respect aux sélections qu'on va affronter, durant le tournoi en question. Après, vu qu'on a un nouveau sélectionneur, le Suisse Vladimir Petković, il vaut peut-être mieux démarrer dans ce contexte-là plutôt que d'avoir à affronter des grandes équipes d'entrée. Donc voilà. Donc de ce côté-là, c'est assez positif. Merci Naïm de ta disponibilité. On te remercie Naïm Benadra. Pour vous rappeler, mes amis auditeurs, que Naïm Benadra est rédacteur en chef du site Goal, site référence dans le football africain et le football francophone en général. On arrive à la fin de notre émission. On a fait le tour de l'actualité sportive africaine. Je vous dis, continuez à suivre Ifriqiya FM. Je vous incite aussi à télécharger notre application, parce que vous aurez toute la semaine des infos en continu sur les Jeux africains, sur le football, sur les semaines africaines, les semaines internationales. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et un autre numéro de Ifriqiya Sport. À très bientôt.